Bonjour à tous, bienvenue dans cette 10e, si mes souvenirs sont bons, rencontre. On appelle ça dorénavant rencontre parce que la semaine dernière, vous avez vu, c'est pas vraiment une conférence, c'est plutôt une perf. Donc il y aura des concerts, il y aura du hip-hop aussi, donc de la danse. Il y aura aussi d'autres trucs. Le programme pour l'instant s'avance. Ouais, du hip-hop. Ici, on va enlever les tables. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Périquet, qui est enseignant à MAFRIC et qui va nous présenter son travail, je pense, sur le cinéma topologique. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. Merci à vous. Merci Jacques. Alors, donc je vais commencer par faire un hors-sujet. Donc, je vais vous présenter mon travail artistique, mais je vais commencer. Donc, au départ, je suis scientifique. Donc, je vais vous parler brièvement de mon parcours. J'ai fait tout mon cursus en mathématiques. Et donc, j'ai fait un peu de recherche en mathématiques. J'ai travaillé sur la théorie des catégories en relation avec la catégorisation des groupes nilpotents. Et après, j'ai fait de la recherche en bioinformatique. Donc, la bioinformatique, c'est de l'informatique appliquée à des problèmes qui relèvent de la génétique. Donc, je vais vous présenter rapidement mes recherches en bioinformatique. Alors, ça va être un petit peu ésotérique, mais pas de panique. Je vais parler de ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et puis après, je vais glisser, ou plutôt basculer vers des questions artistiques. Alors, je vais me servir d'un vieil exposé que... Voilà. Il faut prendre des notes, là, bien sûr. Donc, j'ai travaillé sur la prédiction de la structure secondaire des ARN. Alors, juste pour rappeler le contexte, donc, tous les organismes vivants sont constitués de cellules. Alors, dans le corps humain, on a environ 100 000 milliards de cellules. Et dans chaque cellule, on a une copie identique de notre patrimoine génétique sous la forme de l'ADN. Alors, l'ADN humain, il faut imaginer que c'est... l'ADN, c'est une longue molécule composée de nucléotides. Alors, on a 4 types de nucléotides. Adénine, thymine, cytosine et guanine, qui sont représentés par leurs premières lettres, A, C, T, G. Et donc, on a l'habitude de représenter l'ADN, enfin, le contenu informationnel de l'ADN, comme une espèce de long mot, comme ça, sur un alphabet à 4 lettres. A, T, C, G, donc A, G, G, T, 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 C, G, G, A. Donc, c'est des choses que vous avez vues probablement dans vos cours de biologie. Et donc, dans chaque cellule, on a une copie identique de notre patrimoine génétique. Alors, le génome humain fait environ 3 milliards de bases. 3 milliards de bases, ça fait à peu près 10 annuaires. Donc, dans chacune de mes cellules, j'ai une copie identique de ces 10 annuaires. Et donc, il y a toute une machinerie qui se met en place pour que les cellules se développent et se reproduisent à l'identique, et donc pour copier les cellules. Alors, c'est une machinerie extrêmement complexe et extrêmement rapide. Il y a que là, à l'instant où je vous parle, pendant toutes les secondes, il y a 20 millions de mes cellules qui se divisent. Ça veut dire que je suis en train, en même temps que je vous parle, de copier 200 millions d'annuaires. Et donc, toute cette machinerie, elle est en place. Donc ces cellules se développent et donc l'ADN est exprimé en protéines. Les protéines sont les agents constitutifs des organismes vivants, c'est-à-dire que tous les tissus sont faits de protéines. L'information qui est véhiculée dans le corps, sont aussi des protéines. Les hormones sont des protéines, l'hémoglobine, c'est des protéines, etc. Et donc, il y a toute une machinerie qui va aller dégrafer l'ADN. Il faut imaginer que c'est une espèce de grand fil torsadé comme ça, qui se replie et se replie sur lui-même, un petit peu comme le téléphone de ma grand-mère. On a les fils qui se replient, qui sont sortis. Donc, il y a toute une machinerie qui va aller dégrafer à certains endroits l'ADN, donc aux endroits qu'on appelle des gènes, pour aller
Alors, ensuite, l'ADN est transcrit en ARN, et puis les ARN sont traduits en protéines. Et donc les protéines, ça va être des molécules linéaires qui vont se replier dans l'espace tridimensionnel, et la forme de la molécule va conditionner sa fonction. Alors, il y a certains ARN, donc ici, dans ce schéma-là, l'ARN fonctionne comme une molécule intermédiaire entre l'ADN et les protéines. Il y a certains ARN qu'on appelle des ARN non codants, qui sont directement fonctionnels dans la cellule et qui jouent en quelque sorte le rôle de protéines. Donc c'est ces ARN-là qui m'ont intéressé. Alors, donc l'ARN se modélise un peu comme l'ADN, sauf que la thymine, ici, est remplacée par l'uracile, donc on a 4 lettres, c'est A, U, C et G. Et l'ARN, contrairement à l'ADN, donc l'ADN c'est une sorte de zip, comme ça, on a un brin et puis un brin complémentaire. L'ARN, on n'a qu'un seul brin. Du coup, il se forme des repliements. Alors il y a des appariements entre les bases, des appariements un peu spécifiques qui guident le repliement de la molécule en 3 dimensions. Et donc on a différents niveaux de description de cette molécule. On a ce qu'on appelle la structure primaire, c'est-à-dire la séquence des bases. Donc c'est un mot sur cet alphabet à 4 lettres, A, U, C, G. On a la structure tridimensionnelle de la molécule, c'est-à-dire la position exacte des atomes dans l'espace. Et c'est ça qui conditionne, comme pour les protéines, la fonction de la molécule. Et alors, un problème qu'on se pose, c'est d'arriver à prédire quelle va être la structure tridimensionnelle de la molécule, donc la structure tertiaire, à partir de la structure primaire. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Parce que on a des banques de données grossissantes, on a énormément de séquences. Par contre, pour arriver à déterminer, arriver à observer, parce que là on est au niveau atomique, donc à observer quelle est la structure de la molécule, ça demande des moyens physico-chimiques extrêmement complexes, donc des moyens humains, des moyens financiers complexes, etc. Donc c'est intéressant de trouver des algorithmes qui vont pouvoir prédire la structure à partir de la structure primaire. Mais c'est un problème extrêmement complexe. Donc il faut le diviser en étapes. Et donc on a un niveau intermédiaire de description de la structure, qu'on appelle la structure secondaire, qui est un graphe d'appariement entre les bases, et donc qui permet de tenter de résoudre le problème d'une façon étagée. Donc alors la première partie du problème, donc, de prédire la structure secondaire à partir de la structure primaire, ça demande plutôt des compétences mathématiques, puisque il y a beaucoup sur les problèmes d'algorithmique et de combinatoire, tandis que la deuxième partie du problème fait plutôt appel à des compétences de physique ou de chimie. Alors bon, voilà, la structure secondaire, elle se modélise par des arbres, etc. Alors ça fait c'est pas uniquement un intermédiaire algorithmique, c'est-à-dire que cette structure secondaire a aussi un sens biologique, parce que la molécule va d'abord se replier pour former des empilements d'appariements, comme on le voit sur le dessin, et avant de replier ces tiges qui se forment comme ça en 3 dimensions. Alors, pour la prédiction de la structure de l'ARN, il y a différents contextes. Soit on a une seule molécule, et dans ce cas-là, on va chercher à partir de cette molécule à trouver quelle va être sa structure secondaire, ou bien on dispose d'un ensemble de molécules qu'on appelle homologues, c'est-à-dire ce sont des molécules qui viennent d'organismes différents, par exemple, et dont on peut supposer qu'elles aient la même fonction. Et donc, si elles ont la même fonction, ça veut dire qu'on peut supposer que leur structure est similaire. Et donc, on peut utiliser l'information commune qu'il y a entre ces molécules pour essayer de trouver une sorte de repliement consensus. Alors bon, je vais aller assez vite. Hein.
Donc dans le premier cas, quand on a une seule molécule, il existe une méthode algorithmique qui fonctionne assez bien, qui cherche à optimiser l'énergie libre de la molécule. Et donc on obtient un ensemble de structures possibles qui sont proches de l'état optimal d'énergie libre. Alors vous voyez que les structures qu'on obtient, elles sont très différentes. Et alors très souvent, la bonne structure est dans cet ensemble de structures qu'on obtient, mais on ne sait pas laquelle est. Donc voilà, ça pose problème. Maintenant, si on a une famille de séquences dont on peut supposer qu'elles ont un repliement identique, à ce moment-là, on peut aligner ces séquences et puis chercher... Alors, une fois qu'elles sont alignées, on peut étudier ce qu'on appelle les mutations compensatoires. C'est-à-dire que voilà, les séquences se ressemblent, mais il y a eu... elles sont le produit de l'évolution, si elles viennent d'espèces différentes. Donc, elles ont subi l'une par rapport à l'autre des mutations. Des mutations, des insertions, des délétions, etc. Et quand on a des appariements préférentiels, donc le U va avoir tendance à s'apparier avec le A et le C avec le G. Et donc, si, par exemple, un U était apparié avec un A et qui mute en C, à ce moment-là, le A va avoir tendance à muter en G pour préserver l'appariement. C'est-à-dire qu'au travers de l'évolution, la séquence va muter, va évoluer, mais la structure va avoir tendance à être conservée. Alors, c'est intéressant, là je fais juste une parenthèse sur le génome, mais c'est intéressant de voir que en fait, toutes les molécules qui composent les organismes vivants sont des molécules linéaires qui se replient ensuite en 3 dimensions. Et donc, l'information dans les organismes vivants est encodée de façon linéaire, comme dans les ordinateurs. Donc il y a une curieuse analogie à cet endroit-là sur la façon dont est encodée l'information. On aurait très bien pu imaginer que dans les organismes vivants, l'information soit encodée d'une façon différente. Par exemple, qu'on n'ait pas nécessairement toute cette mécanique. Bon, c'est juste une parenthèse. Donc ici, voilà, alors une fois qu'elles sont alignées, on essaie d'étudier les mutations compensatoires pour trouver une structure consensus. Alors là, on utilise des outils de la théorie de l'information, hein, c'est de l'information mutuelle, et puis de la linguistique computationnelle. Voilà. Voilà. Et moi, le contexte qui m'a intéressé, c'est le contexte un peu hybride. C'est dans le cas où on a plusieurs molécules, on n'en a pas beaucoup, et ce sont des molécules qui ont beaucoup divergé. Donc il y a eu beaucoup de mutations l'une à l'autre. Et donc on a beaucoup de mal à les aligner. Alors, donc ici, là, je prends deux. Alors, voilà, bon, si on applique la première méthode, donc on va les replier séparément, on obtient deux. Voilà, alors là, ici, là, c'est un exemple avec des RNA, ce sont des ARN qui ont aussi des fonctions catalytiques. Ici, on obtient un ensemble de structures sous-optimales pour le premier, puis voilà, pour le deuxième. Alors bon, là, il y en a plus pour le deuxième, comme ça. Et si on cherche à regarder ensuite, à aligner les structures, donc à trouver les structures qui se ressemblent le plus, pour essayer de trouver la structure commune, ben, ça ne marche pas bien. C'est-à-dire que là, sur cet exemple-là, les structures qui se ressemblent le plus, en réalité, ne correspondent pas aux vraies structures. Alors ici, j'utilise des séquences dont on connaît la structure. C'est pour valider les algorithmes. Après, l'idée, c'est d'appliquer les algorithmes sur des séquences dont on ne connaît pas la structure. Alors, si on applique la deuxième méthode, donc si on cherche à les aligner, alors on voit qu'ici, les alignements sont de beaucoup moins bonne qualité que celui d'avant. Il y a énormément d'insertions et de délétions, il n'y a pas que des mutations. Et ici, j'ai représenté la structure comme une expression bien parenthésée. On voit que la structure n'est pas bien alignée. Donc si on part de cet alignement-là, on est sûr de ne pas obtenir la bonne structure. Voilà.
Donc, du coup, alors, dans la première méthode, on les a repliés, ensuite on a aligné les repliements. Dans le deuxième cas, on a aligné les séquences et ensuite trouvé un repliement commun. Et en fait, voilà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les aligner et les replier en même temps. Et alors, donc, quand on cherche à faire ça, on trouve un algorithme en programmation dynamique qui a une complexité polynomiale, mais qui a une complexité élevée, et on se retrouve... et donc, tel quel, on ne peut pas l'utiliser, donc il faut trouver une façon approchée, il faut trouver ce qu'on appelle des heuristiques pour résoudre ce problème-là. Donc voilà, alors j'ai proposé deux implémentations de cette méthode-là. Alors une que j'ai implémentée pendant ma thèse, qui s'appelle Karnak, et puis une plus tard que j'ai appelée Arnica. Alors bon, comme ça produit des alignements, ça m'a amusé d'appeler ça Karnak. Je me suis dit que tous les touristes qui allaient chercher, qui voulaient venir en Bretagne, allaient tomber sur mes recherches en informatique. Voilà. Alors bon, voilà, ici je détaille les détails de mon heuristique, et puis je montre sur des exemples que ça marche bien, que ça marche mieux que les méthodes concurrentes. Et puis, je conclus en expliquant ce que je vais faire après, bon, comme ça se fait traditionnellement en sciences. Et donc, voilà, alors j'avais commencé à réfléchir à une adaptation une méthode hybride en utilisant de la programmation dynamique et de la programmation par satisfaction de contraintes, sachant que la satisfaction de contraintes sont plutôt des paradigmes qui viennent de l'intelligence artificielle. Donc c'est un moment où j'étais en postdoc en intelligence artificielle à Lisbonne. Et donc, bon voilà, j'avais commencé à réfléchir à ces choses-là, et bon, progressivement, ça s'est passé en second plan par rapport à d'autres projets dont je vais vous parler. Alors, je vais rester encore un peu en sciences. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, je vais faire un petit... Ah non, ça va me faire un... Je vais faire un petit flashback. Donc ça, c'était voilà, le genre de lecture que j'avais avant de commencer ma thèse. Donc c'est un article de topologie algébrique, hein, dont le titre est Déformation formelle des revêtements sauvagement ramifiés de courbes algébriques. Alors bon, tous les mots sont dans le dictionnaire, hein, mais ils sont arrangés un petit peu bizarrement. Et alors au début, on pourrait presque croire que c'est de la menuiserie. Mais là, bon, les courbes algébriques nous mettent un peu sur la voie. Alors si on lit l'introduction, soit K, un corps algébriquement clos de caractéristiques P positives, et soit WK, l'anneau des vecteurs de Witt de K, soit pi de C sur sigma, un revêtement défini sur K entre deux courbes algébriques complètes et lisses, nous cherchons à relever ce revêtement à un anneau de valuation discrète complet R dominant WK. Les motivations pour aborder un tel problème peuvent être trouvées dans l'exposé de Hort et les travaux récents de Green et Matignon, voilà, etc. Donc le reste est à l'avenant. Alors, ici, alors évidemment, bon, ça c'est un article qui a été publié, on le trouve sur Archive, qui est un endroit où on trouve des publications scientifiques libres. Donc, bon, manifestement, derrière ce langage technique, il y a des idées profondes. Et donc, mais des idées qui sont très difficiles à communiquer si on n'est pas initié. Ça n'a pas ce... Donc, ce fossé qu'il y a entre la technicité du langage et la difficulté cet écart qu'il y a entre le langage et les idées qui sont derrière le langage m'a donné l'idée d'une installation vidéo alors je vais vous donner le contexte de cette installation. Alors j'ai appelé ça prélude à transformation naturelle. Alors, je vais revenir à mes
transparent. Donc ici, vous voyez, alors j'ai prévu j'ai divisé un peu ma présentation en trois chapitres. Voilà. Donc le premier que j'ai déjà entamé, j'ai parlé de l'ARN, pardon. Et puis je vais vous montrer un petit extrait de prélude à la transformation naturelle. Ensuite, je vous parlerai de toute une série de performances que j'ai appelées cinématopologiques. Et puis, alors, là, dans une troisième partie, alors je ne sais pas trop comment l'appeler, donc j'ai repris une formulation de l'ERFIN, article. Donc, ce sont des installations plus récentes où je m'interroge plus sur la relation du corps à l'image. Donc voilà, ça c'est... Alors, ça on en a parlé. Bonjour. Excusez-moi. Il y a un étudiant qui a un accident qui est devant la vitrine. Et donc, il ne pourra pas assister à la conférence. Il a permis dans le 3 Excusez-moi. Laurent, si j'ai bien vu, celui de Merci beaucoup. Même en allant à l'hôpital, il y en a qui préviennent. Ouais. C'est le verglas peut-être. Oh. Alors, je vais juste vous donner le contexte de cette vidéo. Donc alors, elle a été réalisée en quelques jours au cours d'un séminaire qui était organisé par des philosophes. Il y avait à la fois pendant une semaine, il y avait à la fois des théoriciens, les philosophes, des sémioticiens, logiciens, mathématiciens, etc. Et puis des artistes, donc des danseurs, écrivains, musiciens, vidéastes, etc. Et la règle du jeu, c'est que chacun se prêtait au jeu des autres, en quelque sorte. Donc, voilà, les théoriciens qui étaient là se sont prêtés à mon jeu. Et alors, je leur ai demandé de m'exposer leurs recherches, un peu comme s'ils parlaient à des spécialistes, voilà, un peu comme je l'ai fait précédemment. Mais je les ai soumis à des contraintes de langage pour déplacer un peu la perspective. Alors, donc oui, c'était des séminaires qui avaient lieu dans des châteaux. Parce que le philosophe qui était à l'origine de ces séminaires travaillait aussi dans une agence immobilière et il vendait du patrimoine immobilier. Donc, il développait une théorie sur l'acte de création artistique donc avec plusieurs phases. Alors à chaque fois il y avait un nom, alors c'était je sais plus, le déplacement, la répétition, la sécrétion, la sépulture, etc. Et donc ça donnait le thème donc tous les ans il y avait ce séminaire, et donc ça donnait le thème du séminaire, et là c'était sur la sécrétion. Et donc j'avais imaginé le langage comme une sécrétion. Voilà, comme si on avait un organe qui se constituait, et que la façon dont on utilise le langage révèle... alors bon, il y a une certaine forme de norme dans le langage, c'est-à-dire qu'on utilise la même grammaire, etc. On peut communiquer, on peut se comprendre, mais on utilise le langage chacun de façon très différente. Donc ici, alors, je vais vous montrer le début de la vidéo, vous allez voir deux personnes, vous allez voir Sémir Badir et Marc Perrin. Alors là, bon, après il y a on voit, bon là ce sont deux hommes, mais après il y a des femmes aussi.
Et donc, bon, vous allez voir qu'ils utilisent déjà tous les deux le langage d'une façon assez différente. Comment? Il y a une femme là. Voilà, là, alors là, c'est... Oui, ce sont Green Willems et puis Alessio Moretti. Donc, une psychanalyste et un logicien, philosophe. Voilà. Alors, bon, En efficace, nous essayons d'écarter le plus possible le pari solennel, afin donc, on essaie de se prémunir de ce principe solennel pour obtenir donc une définition strictement formelle de la chaussette. Et la question est donc, comment est-ce qu'on en procède? Eh bien, on en procède effectivement en restant sur un plan d'immanence où la chaussette va être définie par la métachaussette. La métachaussette n'étant pas autre chose elle-même qu'une chaussette. Alors, comment est-ce qu'on peut parvenir à distinguer néanmoins une chaussette d'une métachaussette? Eh bien, c'est qu'une chaussette est simplement définie par deux gares, la gare du Nord et la gare Saint-Lazare, tandis que, en ce qui concerne la métachaussette, elle a trois gares. L'une est la gare du Nord, et l'autre, eh bien, c'est précisément la chaussette qui, elle-même, est constituée de la gare du Nord et de la gare Saint-Lazare. Donc la métachaussette, elle a pour gare du Nord une chaussette. Comment ce qui, en amitié, peut trouver une transformation pour que d'autres sachent écouter dans l'ignorance où je suis de ce qu'ils entendront. Je cherche des mots qui sauront dire cette amitié, je les cherche seuls, je les écris. Cela dit, j'ai besoin qu'ils en passent par l'impact. J'ai besoin d'éprouver l'écoute de ma transformation. J'ai besoin que l'autre écoute ma transformation par mon impact. J'ai besoin d'écrire ma transformation, celle de l'amitié. J'ai besoin de la transmettre par l'impact.
donc ici, après, dans le développement de la vidéo, bon, il y a des mots qui reviennent, etc. Donc il y a une sorte de dialogue qui se crée entre les personnes. Alors cette vidéo, en fait, elle a été exposée dans des... donc j'ai exposé en installation, ça veut dire que les visages étaient énormes, ils faisaient 2 mètres de haut. Et j'ai notamment exposé dans un parking souterrain à Lisbonne. Mais on a dû la retirer parce que c'était les gens, ça faisait peur aux gens. C'était une expo un peu alternative. L'avantage du parking souterrain, c'est qu'on avait quand même 500 visites par jour, par nuit. Mais voilà, donc ça risquait de créer des accidents. Alors, donc, maintenant je vais vous parler d'une partie de mon travail que j'ai appelé cinéma topologique, où alors c'est le tout début de mon travail. J'ai commencé, j'avais beaucoup sur les brocantes, et il m'arrivait de trouver sur les brocantes des films de famille en Super 8. Donc très souvent c'était des petits-enfants qui avaient trouvé ça dans le grenier des grands-parents, et donc ils ne l'avaient pas regardé, et donc ça n'avait pas plus de valeur, ça avait pour eux une valeur marchande. Enfin, en tout cas, je récupérais ces films, et il y avait à chaque fois une surprise, une fascination de les découvrir. Après, chez moi, quand je les visionnais, j'avais le sentiment qu'ils n'avaient peut-être pas été visionnés depuis 20 ou 30 ans. Et puis aussi, alors, ce ne sont pas mes souvenirs en quelque sorte, mais j'avais l'impression que je pouvais me les approprier. Ça correspond, alors, le Super 8, c'est les années 70, début des années 80. Pour moi, ça correspond à mon enfance. Et donc, du coup, ce que je voyais là, c'est comme une sorte de mémoire collective qui correspond à la mémoire de mon enfance. Et donc, j'ai commencé à travailler avec ça. Alors, j'ai commencé à projeter, donc je récupérais des films, mais je récupérais aussi des projecteurs Super 8 sur la brocante. Et j'ai commencé à les projeter. Alors, au lieu d'en projeter un, j'en projetais plusieurs, etc. Et puis, j'ai commencé aussi à bricoler un peu les projecteurs. Et puis, à jouer un petit peu avec ça, comme si je m'étais inventé un instrument. Et voilà, et puis j'ai commencé aussi à créer des machines de projection de toutes pièces. Alors, je vais vous montrer quelques images de première machine. Alors voilà, bon, ça c'est des films Super 8 que je trouvais. Donc les projecteurs. Ah oui, alors, je voulais, fallait que je puisse faire varier la luminosité des projecteurs. Donc, après plusieurs mois de recherche, j'ai réussi à trouver sur Internet ce schéma qui me permettait de graduer la lampe du projecteur. Donc, après plusieurs mois, j'ai réussi à me construire un typon et puis à fabriquer voilà, mon premier gradateur multipiste. Et puis là, mes projecteurs subissaient une petite intervention chirurgicale qui permettait d'aller les brancher sur mon gradateur. Alors voilà, j'avais aussi les dispositifs. Alors là, c'est une roue, c'était des roues magnétiques en métal que je pouvais interchanger comme ça, qui me permettait, alors avec qui tourne, ça fait du clignotement, et je pouvais changer la séquence de clignotement en changeant les roues, faire varier la vitesse de clignotement. Voilà, alors là, bon, l'ensemble des machines. Ça, ce sont d'autres projecteurs, ce sont des projecteurs de travelling. Donc ici, j'ai une image qui est imprimée sur une pellicule 24-36. Alors je fais une boucle avec, et puis je peux
Ouais, bon, c'est pas vraiment motorisé encore à cette époque-là. Voilà. L'intention, c'était motorisé, de faire voilà, de projeter plusieurs travelling en superposition comme ça. Donc ici, là, les boîtes sont des alimentations de PC, et puis donc j'ai vidé, et à l'intérieur, alors comme je récupérais aussi les projecteurs diapos sur les brocantes que je découpais à la disqueuse, et puis je mettais je fabriquais des boîtes des condenseurs de lumière, comme ça. Donc voilà. Là, ils sont pilotés avec un MacBook Pro de l'époque. Voilà une autre machine de travelling. Ici, bon, j'ai travaillé aussi à la peinture sur rhodoïde. Ici, ça c'est une machine de projection qui est inspirée de la caméra multiplan de Disney, utilisée pour faire les dessins animés. Alors, j'ai un projecteur qui est en dessous, et puis je projette de la taille d'une fenêtre diapo, et j'ai mon image, voilà, c'est une image en RA4, donc je peux me balader à l'intérieur de cette image, et surtout j'avais plusieurs couches d'images, et je pouvais aller chercher dans la profondeur de l'image. Donc en projection, la profondeur de champ est extrêmement faible. C'est-à-dire que si mes deux plans d'image sont séparés de 1 mm par exemple, je peux faire complètement disparaître le premier plan pour aller chercher le deuxième plan. Alors il faut qu'il soit suffisamment transparent pour aller creuser à l'intérieur de l'image. Et donc voilà, c'est le genre de machine que j'utilisais. Donc voilà, là c'est en action. Voilà. Alors ici, ça c'est une autre machine un peu différente. Là, ici c'est plus inspiré des premiers dispositifs de pré-cinéma. Donc ça rappelle un peu le praxinoscope. Alors bon, c'est un ventilateur qui tourne avec un petit écran où on voit apparaître une sorte d'hologramme. Alors en fait, on en voit deux, parce que comme je projette, j'ai une petite vidéo de le ventilateur est toujours vivant, hein, après les soins intensifs. Il était en camisole de force. Bon. Voilà. Et puis, bon, avec les... ici, voilà, une séance de... Bon, une séance c'est pas une performance, c'est avec les projecteurs. Donc bon, ça c'est le début, j'ai commencé comme ça. Donc là je vais vous présenter plusieurs performances, il y a trois lives. Et puis la dernière c'est une installation qui est un peu plus récente. Voilà. Alors le Clockwise Light c'était une... donc c'est une série de performances que j'ai faites à Francfort
pendant la Manifesta 4, où j'étais assez fasciné par la ville de Francfort. Francfort, c'est le siège de la bourse allemande, donc on a des buildings high-tech, mais en même temps il y a toute une partie de la ville qui est industrielle, et il n'y a pas de séparation franche entre le fast de l'argent et puis le côté industriel de la ville. Donc alors à un moment on est à côté d'un building, on tourne une rue et puis on se retrouve dans une friche avec des tags, etc. Et donc j'ai essayé de rendre un regard poétique sur cette ville en travaillant à la fois avec des diapos que j'ai pris sur place à Francfort, et puis des films de famille que j'utilisais. Alors, je vais vous montrer juste quelques petits extraits. Alors le son est joué en live aussi. J'ai commencé à travailler à ce moment-là avec un plasticien du son qui s'appelle Julien Claus, et on a poursuivi par la suite cette collaboration sur les performances suivantes. Alors, donc ici, mon Clockwise Light, c'était à chaque fois ça changeait tout le temps, ça avait des durées variables, etc. Donc persistance, ça c'est la première vraie performance construite. Ici, j'ai travaillé sur le ressenti du souvenir. Donc, je me suis dit que quand on cherche un souvenir dans sa mémoire, il ne revient pas immédiatement. Donc et puis la perception du souvenir se modifie aussi avec le temps. Quand on vieillit, voilà, les souvenirs sont plus lointains et la perception du temps aussi se modifie. Et donc j'ai essayé de rendre ça
d'une façon plastique, d'une façon sensible. Mais voilà, d'une façon presque physique, avec l'image, en essayant de donner à sentir une sorte de processus un peu récurrent, lancinant, ça, avec une... c'est lent et difficile, en fait, un peu comme quand on marche dans la neige, ou bien alors dans ces rêves où on a l'impression de faire du surplace, comme ça. Et donc, du coup, il faut du temps pour que les souvenirs émergent comme ça de la matière, et puis ils y retombent, etc. Donc, c'était un peu le principe de persistance. Alors, là, j'ai pas grand-chose, j'ai juste un petit extrait. Alors, ça, ce sont des photos. Bon, ah oui, non, ça, c'est Clockwise Light, dont on a beaucoup joué en extérieur. Donc, ça, c'est... Capture vidéo de l'écran. Donc ça explique aussi la mauvaise qualité des images. Alors, regarde sur le bruit, là c'est dans la continuation de persistance. Là aussi je travaille sur la recherche des souvenirs, mais il s'est plus construit encore. Et puis à ce moment-là, j'ai aussi un peu fait évoluer mon dispositif. Donc ici, voilà, je me suis équipé avec des projecteurs 16 mm. Et puis bon, j'ai d'autres interfaces. Alors, Regard sur le bruit est construit sur le schéma d'un conte, hein, tel qu'il a été dégagé par les préstructuralistes. Notamment, alors il y a un livre qui est très connu de Vladimir Prop qui s'appelle Morphologie du conte, où il avait pris une centaine ou des milliers de contes russes. Et il avait montré qu'en réalité, malgré la variabilité des histoires, on avait en dessous la même structure. En tout cas, il y avait peu de variantes sur les structures, donc on avait une structure, éventuellement des petites variantes. Et donc, typiquement, on part d'une situation idyllique. Voilà, on a alors le royaume est prospère, etc. On a un élément qui perturbe cette situation. Un dragon qui vient bousiller les récoltes, etc. J'en sais rien. Le héros part en quête, il y a une sorte de voyage initiatique comme ça, etc. Il y a plein de choses qui lui arrivent. Et puis on a un retour à la situation de départ où on est... alors ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, etc. On revient dans une situation alors qui est
idyllique, mais augmenté de tout ce qui s'est passé entre-temps. Et donc ici, c'est un peu le même schéma que j'ai utilisé, sauf que en réalité, on n'a pas réellement un personnage auquel on va s'identifier, mais je donne le sentiment de cette structure-là. Et alors, si je peux faire une métaphore mathématique, c'est un petit peu comme si l'image fonctionnait comme une variable. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas l'instancier. La différence, je pense que la différence entre un son et une image, une des différences en tout cas, c'est que je pense qu'on peut rendre plus facilement un son abstrait qu'une image. C'est-à-dire que quand on regarde une image, on va naturellement, immédiatement, y projeter énormément de sens. Et ici, tout ce que je cherche à faire avec ce que j'ai appelé cinéma topologique, c'est en quelque sorte à ramollir ce sens, à rendre plus plastique le signifié d'une image. Et voilà, en utilisant les moyens du cinéma. C'est-à-dire que si je me donne une image, alors une image, elle a un point focal, un cadrage, une perspective, etc. Et le fait d'additionner des images, en quelque sorte, réduit les attributs de chaque image pour faire fonctionner l'ensemble d'une façon plus plastique. Et pour faire fonctionner l'ensemble comme on pourrait l'entendre, presque comme une variable au sens mathématique. Bon, ce sont mes métaphores. Voilà. Alors, je vous montrer juste deux extraits. Pendant un quart d'heure, l'écran est noyé dans le blanc et on voit les personnages qui apparaissent et qui sortent du brouillard. Mais je ne peux pas vous montrer la vidéo parce que vous verriez un écran blanc.
on est à la limite de la perception visuelle. Les vidéos sont un peu sombres, alors je sais pas si...
Là, je vais vous parler d'une dernière installation, assez rapidement, parce qu'après j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Ici, c'est une installation plus récente que j'ai faite en résidence à Lisbonne, où j'ai travaillé ici à partir de... C'est une variation sur une ligne horizontale qui figure une sorte d'horizon. J'ai travaillé à partir de diapos, qui sont des prises de vue en gros plan d'objets familiers, de morceaux de parties de corps. Et donc, alors au départ, je voulais utiliser à la fois des projecteurs argentiques et des projecteurs diapo et des projecteurs de film, etc. Puis progressivement, j'ai simplifié mon dispositif. Et donc là, ici, j'utilise uniquement des projecteurs diapo. Donc, ce sont des images fixes et le mouvement est créé par les fondus des projecteurs. Donc on a une sorte d'ordre de barbarie, en quelque sorte. Donc les projecteurs sont automatisés. Et donc j'ai quand même utilisé les projecteurs 16 mm qui envoient des sortes des salves, comme ça, des sortes de flash, un peu comme un phare dans le monde. Alors, donc voilà quelques images. Puis je vais vous montrer une petite vidéo. Alors la vidéo, est un peu accélérée. Parce que bon, c'est une vidéo de démonstration, quoi, en quelque sorte. Dans l'installation, la métamorphose de l'image, la variation est beaucoup plus lente. C'est ça. Elle est au moins trois fois plus lente.
En fait, je vais passer assez vite à la suite parce que... Pourquoi il y a une projection qui n'est pas cadrée sur le fond de l'écran? Pardon? Tu as un écran, je ne sais pas quoi c'est, c'est-à-dire, mais des diapos, a priori, c'est des diapositives, ouais. C'est ça, 24-36, et ça projette en dehors de l'écran. Là, ça projette sur les ouais. d'aération, je vois pas. Pourquoi il y a un écran avec une taille et une projection qui est différente de l'écran. Mais je trouvais intéressant de sortir du cadre. D'ailleurs, je sors de ma contrainte. Parce que au départ, je m'étais donné comme contrainte une ligne horizontale. À ce moment-là, je suis dans des formes rondes. Et donc, en même temps, je sors du cadre. Et le lieu, c'était un lieu souterrain. Donc, on voit, il y a des tuyaux de canalisations, d'aération qui passent au-dessus. Et je trouvais aussi intéressant de sortir du cadre pour aller chercher l'architecture du lieu. Après, c'est aussi apparu, en fait, ce qui se trouve, c'est que mon écran est panoramique, donc du coup j'ai des caches dans les diapos. Donc au cours de la conception, au début je suis bien calé sur l'écran. Et en fait, au moment où j'ai fabriqué la chose, il y a des moments où je n'avais pas mis tout de suite les caches. Et donc c'est sorti de l'écran. C'est-à-dire qu'au départ, je m'étais donné cette contrainte-là, l'écran panoramique, ce qui imposait les caches diapos, parce que on n'est pas en format 4 tiers. Et au moment où c'est sorti, je me suis dit, bah, c'est intéressant. Donc j'ai gardé à la fois les deux, à la fois la contrainte, et puis la sortie de ça. Alors, ici, donc je vais vous présenter des travaux plus récents, qui sont tous des installations. Donc la première installation, ça s'appelle, c'est le front appui au sol. La verticale de son centre de gravité tourne dans le polygone de sustentation. C'est le titre de la pièce. Alors le polygone de sustentation, c'est le polygone. Quand on a des appuis au sol, c'est le polygone qui est dessiné par les appuis qu'on a au sol. Et donc si ici je prends par exemple 3 appuis, ça dessine un triangle. La définition de l'ex. Donc si je suis en équilibre, et que je trace une verticale par rapport au centre de gravité de mon corps, il va tomber à l'intérieur de ce triangle. Et donc quand j'en sors, je deviens en déséquilibre. Donc c'est une définition d'équilibre. Alors, ici, j'ai donc, ici j'ai un espace qui est un espace clos à l'intérieur duquel qui est un espace sonore, voilà, qui est assez grand, ça ressemblait à ça. Donc quand on pénètre à l'intérieur de cet espace, on a d'abord un bruit, une sorte de bruit blanc, légèrement filtré. Et quand on rentre à l'intérieur d'une zone qui est uniquement matérialisée par le son, au centre, on entend le bruit d'un orchestre, le son d'un orchestre qui s'accorde et qui change en fonction des mouvements qu'on fait à l'intérieur. Donc quand on est à l'intérieur de cet espace-là, on a un retour sonore de ces gestes. Et j'avais simplement suggéré au public de trouver une position d'équilibre à l'intérieur de cet espace, sans en dire plus. Donc, ce qui m'intéressait, c'était
en particulier que le public puisse s'approprier cet espace et puis en faire un petit peu ce qu'il voulait d'une certaine façon. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Quand on est à l'intérieur, on a un retour sonore de ces gestes. Et à l'extérieur de cet espace, ici à l'intérieur, c'est une installation qui a été faite, qui a été coproduite par le Fresnois et par un laboratoire de recherche scientifique. Et j'ai utilisé et adapté un système de motion capture qui fonctionne à partir de caméras. Donc on n'a pas besoin de revêtir de capteurs. Quand on rentre dans l'espace, en réalité on a 4 caméras à l'intérieur de l'espace et qui vont reconstruire, qui vont permettre de reconstruire en temps réel, en direct, un double virtuel du corps de la personne qui est à l'intérieur. Donc à l'extérieur de l'espace, le reste du public pouvait voir Donc le corps de la personne est modélisé en direct. Donc après, on peut modifier les mouvements de caméra, etc. Et donc on peut transformer les gestes qui sont produits à l'intérieur. Donc il y a une sorte de petit scénario du mouvement de caméra à l'extérieur, où on part au départ on a l'avatar de la personne qui est au centre d'une sorte de grille virtuelle, comme ça. On a un zoom-in, donc il tourne légèrement. Ensuite, on a un zoom. Ensuite, il bascule en gravité. Donc on perd le référentiel gravitationnel. Et puis l'image s'inverse, c'est-à-dire que du blanc on passe en noir et du sépia on passe au bleu. Ensuite ensuite il retombe sur le sol et puis on a un zoom out et on le voit environné des précédents des gens qui sont passés auparavant. Donc tous les mouvements ont été enregistrés. Donc, quand il n'y a personne, il rejoue les mouvements qui ont été enregistrés. Dès qu'une personne rentre, à ce moment-là, ça prend la main et puis le reste du public peut voir la personne qui est à l'intérieur de l'espace. Donc il y a aussi un jeu qui peut se produire entre celui qui va à l'intérieur et puis ses amis. La boîte que tu nous as, moi ce que je n'ai pas compris, c'est la boîte que tu nous as montrée au début, est-ce qu'elle tourne sur elle-même? Non, c'est une caméra qui tourne. Non. Ici, le corps, donc c'est une reconstitution en volume. C'est-à-dire que le corps est reconstitué en volume, l'enveloppe du corps. La boîte dans laquelle rentre la personne, les personnes, est-ce qu'elle est sur un axe, est-ce qu'elle tourne? Là, c'est l'image qui tourne, la boîte elle-même, physiquement, ne tourne pas, c'est ça ma question. Quand tu rentres, on te met des harnais, Ouais. et puis tu rentres dans une cage, et puis on te fait tourner comme ça en bas. D'accord, la cage tourne. Non, mais je ne sais pas, ça n'est pas très clair. Non, à l'intérieur, en fait, les gestes, donc il y a un tapis de sol, au sol, donc ça, pour ne pas se blesser. Donc c'est une simulation quand le plan s'incline et que les gens glissent. Exactement. C'est du photoshopage. C'est du logiciel, celui que tu veux. C'est du photoshopage en mouvement et en temps réel.
C'est-à-dire que ici, si tu rentres à l'intérieur, immédiatement, ton image est reconstituée à l'extérieur. D'accord. Mais est-ce que Mais c'est comme elle est reconstituée. C'était ça ma question. Non, comme elle est reconstituée à l'intérieur, non, il n'y a pas de mouvement. Hein, Non, c'est pas une cabine de test cosmonaute, je sais pas quoi. Non. Ça existe, oui, ces oui. choses-là. Ah non. Mais Mais c'est du ça coup, ma question. Enfin, c'est ça que je ne comprenais pas dans vos installations. oui, mais non, à l'intérieur, t'es pas dans une cabine comme ça. Mais comme le corps est reconstitué en direct, après on peut simuler les mouvements de caméra. Et du coup, si je, au lieu de garder le référentiel du sol, je supprime et que je fais tourner l'avatar, à ce moment-là, les gestes que tu vas produire à l'intérieur vont être décontextualisés, ils vont produire autre chose à l'extérieur. Non? Oui, oui, mais je comprends un peu mieux le... Ouais. Mais je vois pas le but. Qu'est-ce que tu peux attendre de gens qui rentrent dans une boîte où il n'y a rien? Qu'est-ce que tu peux attendre d'eux, même si tu les filmes? C'est ça, c'est au niveau de l'expérience, qu'est-ce que tu cherches dans ces process? Là, je suis parti de l'hypothèse que je suis parti des gestes quotidiens qu'on fait. Par exemple, saluer quelqu'un, ouvrir une porte. Et la façon dont on produit ces gestes est singulière, elle est différente pour chacun. Et donc il y a comme une sorte de signature sensible de la personne. Et ce qui m'intéressait, c'était de rendre ça par l'image. Et donc c'est pour ça que j'ai cherché une image qui ressemble à une ombre ou à une sorte de nuage pour mettre de côté ce qui pouvait voilà, pour avoir en quelque sorte l'essence du mouvement. Donc pour moi c'est de l'image interactive, mais c'est presque, enfin c'est pas presque, c'est un projet, c'est de la danse. Et là pour moi ici, les questions que je me pose sont des questions qui concernent le corps. C'est le genre d'attitude d'un enfant de 3 ans qui est hyperactif ou d'un handicapé mental. C'est pas mon quotidien, par exemple. Là, les gens se sont appropriés l'espace. Après, ici, là, les captures que j'ai sont pas... Il y a eu des choses très très variables. Là, il a été exposé pendant 1 mois et demi. Il y a eu 1500 personnes qui sont passées devant. Donc j'ai 1500 séquences de mouvements qui ont été enregistrées et que j'ai réutilisées d'ailleurs dans une autre installation que je vais vous montrer. Alors ça c'est une installation que j'ai faite plus tard, qui s'appelle, j'ai appelé Volatile. Alors bon, c'était à Lisbonne, donc il y a un titre portugais aussi. Voadores Voláteis. Ici, j'ai sélectionné des séquences de mouvements qui m'intéressaient et je les ai projetées voilà, ici sur... Donc là, ici, j'ai voulu rendre la fragilité de cette image-là. Donc j'ai juste un cahier à dessin qui est posé au sol et le projecteur lui-même est... on a des bouts de projecteurs qui sont juste délicatement posés comme ça. Alors, je vais avoir une petite...
Ce que je cherche en particulier ici, c'est ce moment où on ne sait plus très bien ce qu'on regarde, et que la perception est modifiée. Alors, à un moment où on voit un corps, et à d'autres moments où on perd cette perception. Olivier, pourquoi à chaque fois passer par des processus qui sont type bricolage? Pourquoi pourquoi ne pas utiliser presque juste un petit vidéo proche, quelque chose? Est-ce que tu attends qu'elle devienne aussi sculpture, installation? Est-ce que parce que là, par exemple, dans la vidéo de présentation, bien sûr, tu as surtout montré la qualité effectivement de ces images quand tu dis un truc un peu filmant. Ça me plaisait bien, quoi, cette espèce de machin qui apparaît et qui disparaît, les corps, enfin, je trouve ça très beau. Mais pourquoi en fait passer à chaque fois par une machinerie? Ce que j'espère, c'est pas pour donner côté, tu vois, pour pas faire plus que plus, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai peur en fait, c'est bien, mais pourquoi pas que faire justement cette image et enfin, tu comprends ce que je veux dire ou pas trop non, c'est très juste comme question. Il y a plusieurs réponses. Bon, déjà parce que le bricolage c'est une partie de ma pratique. Donc, moi je viens là, donc c'est ma façon aussi d'aborder la chose. Donc du coup c'est aussi l'image née aussi au travers de ce processus. Donc en quelque sorte, c'est comme si je laissais les traits de crayon. Je laisse la trace de la naissance de ça. Après, il y a aussi, alors là, dans cette installation particulière, il y a quand même une certaine fragilité du dispositif. Vous voyez, ici, tout était posé simplement comme ça. Donc on a une boîte de lumière, on a une lentille, on a un cahier qui est posé. Et mais si tu viens, si tu bouges n'importe quelque chose, tu peux prendre la lentille et tu vas arrêter. Mais donc voilà, c'est ça qui me. Est-ce que après, je suis pas sûr que en fait, je suis pas sûr que ça complique la chose en quelque sorte. Parce que c'est quand même aussi assez épuré. Est-ce que du coup cette machinerie a un impact sur l'image? Est-ce que ton image, est-ce que tes corps seraient différents qu'avec simplement un petit picot là qui est à l'école? Tu vois, est-ce que ça trouve un impact sur ton image? Enfin, c'est ça, je trouve. Elle a un impact sur la perception de l'image. Elle a un impact sur la façon dont on reçoit cette image. Je pense que si tu remplaces ce petit projecteur par un pico-projecteur, ça va changer le sens de l'installation. On n'est pas en train d'observer la même chose. Et ici, il y a aussi... alors, en quelque sorte, je déballe un peu, une forme de technicité, mais en même temps, je la mets en perspective d'une forme beaucoup plus traditionnelle, puisque je projette sur un carnet à dessin. Et donc, ce qu'on voit sur le carnet à dessin, l'image qu'on voit, elle ressemble un peu à une image au fusain, à une forme de dessin traditionnel, et on la voit s'animer comme par magie. Donc, c'est comme si je tentais de recréer en quelque sorte la magie de la lanterne magique.
Et donc je reviens à nouveau au dispositif de pré-cinéma en quelque sorte. C'est-à-dire que on a... Et pour moi, c'est cette magie-là qui m'a amené au cinéma. C'est-à-dire que c'est moi la première expérience, c'est de... alors je faisais, je récupérais des diapos, je faisais des peintures sur rhodoïde, et puis à un moment, j'ai acheté un projecteur, et puis j'ai projeté ça, je me suis dit, bah tiens, il y a tout de suite, il y a quelque chose qui se produit, et c'est exactement l'expérience qu'ont eu les pionniers du cinéma. Oui, mais ils l'ont eu il y a 100 ans. Ils l'ont eu il y a 100 ans, oui. L'intérêt aujourd'hui de vivre ces expériences. Moi, je te dis, c'est l'expérience que j'ai vécue. Donc après, on a aussi... c'est intéressant de voir qu'en quelque sorte, on reproduit de façon personnelle et intime des choses qui ont eu lieu au cours de l'histoire. Je pense que c'est différent. C'est différent d'apprendre. Propres images, puisque tu prends des films amateurs. Alors là, je parle de mon expérience, de la fascination que j'ai pu avoir la première fois que j'ai fait une projection comme ça. Après, dans le fait de l'utiliser ici, c'est aussi... ça fait référence au passé aussi. Donc c'est ne pas oublier son passé. Ça veut dire que quand on fait une installation d'art numérique, parce que c'est l'art numérique, voilà, exactement. Moi, je m'en fiche des catégorisations. Mais si à un moment il faut donner une catégorie... L'art, je vois à peu près... Non, mais je suis volontairement un petit peu provocateur par rapport à ça, parce que il y a une sorte de réticence à l'art numérique, parce que justement, l'art numérique se pose souvent en rupture par rapport au passé. Et ici, en quelque sorte, en convoquant ces images du passé, je me place non pas en rupture, mais dans une forme de continuité. En tout cas, c'est ce que je cherche. C'est que pour moi, ce sont des images, des références en quelque sorte. Et juste, parce que il y a tout le temps du son sur toutes les vidéos. Tu disais que tu avais travaillé avec Julien Clerc, après tu travailles avec d'autres personnes, ou c'est des boucles que tu génères tout seul? Là, il n'y a pas de son. C'est juste le son. C'était au Panthéon à Lisbonne. Donc c'est le son, il y a un grand dôme. D'accord. Donc c'est le son. C'est autogénéré. Non, c'est le son du lieu. Ouais, d'accord. Parce que les autres pièces, il y avait tout le temps du son, des boucles ou quelque chose qui était joué. Donc dans celle que tu disais que c'était en live, c'était tout le temps avec Julien Clerc, ou après tu as changé Alors, tous les premiers lives, c'était avec Julien Clerc. Après, il y a dans l'installation L'Heure Bleue, là c'est moi qui avais fait le son. Voilà. Après, il y a d'autres installations qui sont silencieuses. Parce que de toute façon, tu utilises des projecteurs de cinéma, ça génère déjà pas mal de sons tout seul. Quand j'utilise toutes les mécaniques et tout ça, il y a quelque chose qui se crée. C'est jamais vraiment silencieux au final. Mais c'est pour ça que de rajouter, c'est la question de rajouter un élément en plus. Comment tu l'imaginais, par exemple, pour Sailor 2? Comment tu l'imagines comment tu t'es dit, tiens, comment je vais le composer pour suivre en fait cette histoire de fondu, ou tu trouves une rythmique? Là, dans les performances, dans les lives, j'ai travaillé avec Julien. Donc la musique est faite, le son est fait en live aussi. Et donc, du coup, il y a une écoute un peu comme deux musiciens qui s'écouteraient ensemble. Donc on a travaillé ensemble, etc. Donc l'image comme le son se sont construits de concerts, de connivence. Et après, dans les sons qu'il a utilisés, il y a une partie des sons qui viennent de films Super 8, et d'autres qui sont des sons personnels.
Après, ceci dit, là c'est un peu le début de ma pratique. Si je refaisais ça maintenant, je referais différemment. Et que je pense que c'est intéressant en effet d'utiliser son des projecteurs, d'utiliser comme source pour avoir vraiment quelque chose de très cohérent en fait dans le Il y a aussi un moment, c'est le Metal King, utilisé comme ça, des vidéos proches et avec Jérôme Nottinger aussi, je crois qu'il y avait aussi avec eux. Donc, du coup, il y a aussi tout un dispositif, mais avec du matériel analogique, parce que Julien Claus, lui, je pense qu'il bosse sur ordi, non? Donc, bon, après, c'était pas le propos, je pense, d'avoir une lecture. C'est vrai. Moi, j'ai pas parlé des Metal King, mais évidemment, c'est une référence dans mon travail. Ceci dit, les Metal King, eux, théâtralisent leurs gestes. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sur scène, ils jouent devant des miroirs, des grands miroirs qui renvoient l'image derrière. Et donc, pour le public voit à la fois la performance, donc l'action sur les machines, et puis l'image que ça produit. Moi, j'ai pas cherché particulièrement à théâtraliser le geste. Ce qui m'intéressait, c'était plus de travailler une image particulière que j'avais envie de voir apparaître. Et donc, je suis au milieu du public, et c'est ça qui rend la chose une performance. On peut sentir en tout cas la fragilité du dispositif, comme la fragilité de la chose, comme un spectacle vivant. Mais je cherche pas à montrer les gestes. D'ailleurs, les gestes sont pas très impressionnants, en fait, sont pas très importants. C'est à chaque fois plutôt sur le corps, c'est des problématiques du corps, du main, on ne voit pas la topologie dans le monde. Pourquoi c'est intitulé? Alors, bon, au départ, ça fait... Ce que j'ai appelé cinéma topologique, c'est plutôt toute la première partie. Et ça, au départ, ça vient de cette branche des mathématiques qu'on appelle la topologie, où on considère des objets non pas par rapport à leur forme métrique, mais par rapport à leur morphologie. Donc, ils ont une certaine plasticité. Donc, si deux objets, un objet qu'on obtiendrait d'un autre objet par une déformation continue, on considérerait comme un même objet. Et donc bon, voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça cinéma topologique. Mais évidemment, topos, en grec, ça fait référence au lieu. Donc, il y a cette idée aussi que le cinéma, c'est un art du temps. Je pensais comme étant un art du temps. Et moi, j'avais envie de le penser comme un art du lieu, c'est-à-dire comme une sorte de cinéma hors temps, en quelque sorte. Et donc, pour moi, ça fait référence à la sculpture. Et donc, l'approche que j'ai de l'image, c'est une approche sculpturale, en quelque sorte. C'est-à-dire que je cherche à... C'est comme si je cherchais à me débarrasser de la variable temps. Alors, c'est un fantasme, c'est une utopie, puisque de toute façon, ça se déroule dans le temps. Mais dans la façon de le penser, c'est ça que je cherche. Et dans l'idée de quelque chose qui est récurrent, dans l'idée de faire du surplace, en quelque sorte, que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette idée de sortir de cette linéarité temporelle, d'aller explorer d'autres topologies du temps. Et j'ai encore une ou deux choses à montrer, si vous voulez. Si vous voulez, là. Alors, bon, message. Ouais, ça je passe.
Donc ça, c'est une autre... c'est une installation, une sculpture audiovisuelle qui s'appelle Comme vous, je connais l'oubli. Donc ça fait référence à un film d'Alain Resnais sur le texte de Marguerite Duras. Et c'est une installation où je cherche à nouveau à travailler sur la mémoire. Donc c'est une sorte de... Alors, ça se présente comme le simulacre d'une peau qui va faire 2 mètres de large, comme ça, à la surface de laquelle se forme une multitude d'images qui suggèrent des processus de la mémoire, des oublis, des réminiscences. Alors, ici, cette installation participait à un projet de Maurice Benayoun qui s'appelait à l'époque In-Out, qui s'appelle maintenant The Art Collider, qui sont en fait voilà. Donc c'est un ensemble d'œuvres qui sont reliées entre elles, qui communiquent, qui échangent des flux de données, donc à la fois du texte, vidéo, audio, etc. Et donc alors il peut y avoir des œuvres d'art net, des œuvres qui sont en ligne, d'autres qui sont des performances, des installations, etc. Et puis il y a des nouvelles œuvres qui peuvent rentrer dans le système, d'autres qui peuvent sortir, et tout ça. Et elles se recombinent dynamiquement sur un modèle inspiré du peer-to-peer. Donc ici, ben voilà, c'est un état du réseau d'échange, etc. Et donc ici, la sculpture recevait ces images en partie du réseau de ces œuvres. Donc je ne savais pas exactement les images qui allaient arriver, et il y a une partie des images, le public pouvait aussi envoyer sur le lieu d'exposition ses propres images à partir de son téléphone mobile, et donc participer à une sorte de mémoire collective, comme ça. Donc envoyer ses propres souvenirs à l'intérieur de ces souvenirs collectifs. Alors, ici j'ai eu envie de mettre en contraste deux conceptions de la mémoire, une conception scientifique et une conception littéraire. Et que pour la science, si on parle de mémoire, on va penser au substrat physiologique de la mémoire, donc on peut penser à les réseaux de neurones, à les tissus, etc. Alors qu'une conception plus littéraire de la mémoire, la mémoire, c'est aussi ce qui constitue l'identité de la personne, son intimité, ses souvenirs personnels. Et donc j'avais essayé d'expliciter la façon dont j'imaginais la dynamique de ces images. Alors, naïvement, c'est une naïveté volontaire et assumée, je me suis dit, on peut retenir des souvenirs pour différentes raisons. Alors, soit on retient des choses qui se répètent, voilà, c'est les réflexes pavloviens, ou soit au contraire, on va retenir quelque chose on va retenir un souvenir parce que il nous a laissé une impression très forte. Bon, c'est la Madeleine de Proust. Alors du coup, j'ai imaginé un axe comme ça, une sorte de continuité de Pavlov à Proust. Et puis la mémoire aussi procède par oubli et réminiscence. Parfois, on oublie des choses. Alors là encore, il y a des pathologies
vous connaissez, qui est la maladie d'Alzheimer, où on oublie tout. Et il y a une figure aussi d'une nouvelle de Borges qui s'appelle Funes el Memorioso, où il décrit la douleur d'un personnage qui aurait presque la pathologie inverse en quelque sorte. C'est quelqu'un qui se souvient d'absolument tout, tous les événements de sa vie, et c'est intenable en quelque sorte. Donc pour se souvenir, il faut oublier. Et donc voilà, j'avais dessiné un deuxième axe comme ça, et j'imaginais que si que le système par inertie allait plutôt vers Alzheimer et Pavlov, et que l'interaction du public, en lui envoyant ces images, allait lui donner plus de vie, plus de... Je ne sais pas si c'est... Alors ici, on pouvait... c'est une installation qui s'adresse à tous les sens. On peut la voir, on peut entendre des sons. On peut la toucher. On veut la goûter, c'est pas automatique. D'ailleurs, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que là, je peux vous montrer une petite vidéo de la fabrication de la membrane. Parce que bon, il a fallu faire une membrane en latex, donc, que j'ai fait à Lisbonne. Là, c'est avec Fabiani Deschamps. On a appris à respirer dans l'ammoniac pendant 3 jours. Et après, il a fallu l'emmener dans l'avion à Paris. Donc j'avais une valise, donc j'ai replié dans une valise, donc j'ai mis une valise en soute avec une peau en latex, comme ça. Et à la fin de l'exposition, quand ça a été démonté, elle a été stockée à Paris 8. Et après, quand j'ai voulu la récupérer, ils ne l'ont jamais retrouvée. Donc je ne sais pas où elle est passée, alors j'imagine assez bien un gardien. À 11h30 du soir, elle enfermait les locaux de Paris 8, tout ça, tombé sur cette valise avec une peau à l'intérieur. Je vais retrouver ça dans les faits divers. Il a traversé Paris avec sa valise. Ouais, il faut que ça sèche. Enfin, il n'y en a qu'une qui fait sécher. Hein? Non, c'est relayé. Hein.
J'aurai encore autre chose à vous montrer si vous voulez. Ça, c'est une installation qui est exposée en ce moment à Lille. Ça s'appelle Close Encounters de Remote Scan. Là, ce qui signifie littéralement rencontre rapprochée de type lointaine. Alors, ça se présente comme une grande projection au sol. Ici, là, elle a été exposée en octobre à Dunkerque, donc là c'est dans un ancien corps de ferme à Dunkerque, où on voit sur le sol apparaître des taches noires, on ne distingue pas tout de suite, et voilà, on devine au bout d'un moment être des animaux aquatiques. Alors, ici l'image est projetée d'une double porte battante, donc pas une projection zénitale, mais c'est une projection en diagonale. Et donc là à nouveau, je suis intéressé à ces formes qu'on a du mal à reconnaître. Et donc il y a comme une attente en quelque sorte. Ça rappelle. Alors ici parce que les images qu'on voit sont des images de baleines. Et donc, quand on va aller voir des baleines en mer, il se passe un petit peu la même chose, il y a une forme d'attente comme ça. Et puis une récompense d'un moment. Alors, j'ai d'autres. J'ai pas de vidéo là-dessus. Ici, ça, ce sont des snapshots des images qui apparaissent.